Je reviens en arrière. Donc, plan de la situation du cimetière des officials sur une carte de Carthage de 1930. Donc, cette nécropole était encore visible et encore, c'était un plan touristique. Les touristes pouvaient y accéder. Elle était située en périphérie de la ville, entre l'amphithéâtre, là où il y a la chapelle de Sainte-Félicité et de Sainte-Perpétue, et les citernes de la Malga. Donc, sur la route principale de Carthage actuelle. Nous en avons fini avec Acilia Polla et nous allons revenir à notre sujet principal qui est la médecine au temps de Carthage punique, de 814 à 146 avant Jésus-Christ. Nous allons aller à la découverte d'Échouan, l'esculape carthaginois, et à la découverte de l'origine de notre caducée. Et ceci grâce à une inscription punique qui a été trouvée sur la nécropole des Raps. Nous avons peu de traces de cette médecine carthaginoise qui est totalement occultée, ignorée, inexistante. Et ma curiosité fut éveillée par la découverte d'une inscription rédigée en punique sur une pierre tombale, trouvée à Carthage à la nécropole des Raps et publiée en 1991. Puis celle d'un article sur un bandeau de front punique trouvé en Algérie dans une tombe près de Betna en 1853 et publié dans la revue Gazette archéologique en 1879. Deux découvertes archéologiques passées inaperçues et pourtant relevant de la médecine punique. Tout a commencé par les fouilles du révérend père de Lattre, toujours lui-même, celui qui a fouillé le cimetière des officiels à Carthage, sur la colline de Sainte-Monique, là, cette fois-ci, à Carthage également, et qui débute à la fin du XIXe siècle et s'achève en 1930. Il découvre plusieurs centaines de tombes d'époque punique appartenant toutes aux prêtres et prêtresses de Carthage, si bien qu'il rebaptise cet endroit la nécropole des Raps. Les prêtres et les prêtresses de Carthage étaient considérés comme les Rab Kohanim, les Kohen, c'est-à-dire les prêtres, le clergé qui soignaient. La situation de la nécropole des Raps. C'est une nécropole de plusieurs hectares qui est préservée jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire, la ville n'a pas empiété sur cette nécropole. Personne n'a construit. Les Romains n'ont jamais construit sur la nécropole carthaginoise punique. Elle était vierge de toute construction et c'était un terrain agricole lors de la fouille du révérend père de Lattre. Donc, nécropole carthaginoise punique où sont enterrés les prêtres, uniquement les prêtres et les médecins de Carthage, dans de véritables sépultures royales. Ces tombes, parfois pillées, elles ont été pillées par des voleurs, n'ont jamais été violées jusqu'à l'arrivée de la colonisation française. Nous allons voir une diapo sur les fouilles, une carte postale sur la fouille des nécropoles des Raps au début du XXe siècle, où est représenté le père de Lattre, et où on voit le Cap Carthage dans le fond. Elle date de 1904. La situation de cette nécropole, elle se situe entre la fontaine aux 1000 amphores, qui est l'actuel palais présidentiel, et Sainte-Monique, qui est l'actuel HEC. Sainte-Monique, c'est le couvent des larmes, qui a été dédié à Sainte-Monique, mère de Saint-Augustin, parce qu'elle pleurait le départ de son fils vers Rome en le regardant partir par la mer. Et la fontaine aux 1000 amphores, malheureusement disparue, recueillait l'eau d'une source qui coule de la nécropole des Raps vers la mer. Le révérend père Alfred Louis de Lattre, on va faire un peu connaissance avec lui. Il est mort à Tunis en 1932, il est né à Rouen, il est mort à Carthage, il est archiprêtre de la primatiale de Carthage. C'est un missionnaire d'Afrique qui a effectué de nombreuses fouilles à Carthage, que je qualifie d'un peu sauvage, non académique,
ont souvent pillé l'espace de Carthage. Il a beaucoup travaillé, mais il a beaucoup brouillé les cartes des archéologues modernes. Il a trouvé énormément de choses, des choses magnifiques telles que ce sarcophage. Le 26 novembre 1902, il a trouvé une prêtresse gisante dans son tombeau à 12 mètres de profondeur. Les tombes puniques étaient creusées très profondément, dans des puits. Il la sort et elle perd ses couleurs dès sa sortie à l'air libre. Heureusement que M. Pinchard a pris le soin de nous restituer les couleurs d'origine sur une aquarelle de l'époque. Elle est drapée, on voit qu'elle est drapée d'ailes. Elle a 2 ailes sur les jambes. Ce sont les ailes d'Hermès. Et elle tient dans la main droite une colombe, qui est le symbole de la paix et de la médecine. La colombe étant le symbole des médecins du monde. Et elle tient dans la main droite, cette colombe, elle est dans sa main droite et sur sa tête, elle a un faucon, une tête de faucon. Elle est datée du IVe siècle avant Jésus-Christ et son sarcophage est conservé au musée de Carthage. Donc Carthage est la ville qui a offert une sépulture royale et une nécropole de plusieurs hectares à ses médecins, la nécropole des Raps, une nécropole préservée par les siècles et sur laquelle la cité n'a jamais empiété jusqu'à l'arrivée de la colonisation française. Carthage était une ville de grande culture médicale. Cette nécropole se situe sur la colline d'Hamilcar, face à la mer, face au cap Carthage, sur le golfe de Carthage. Nous allons voir une pierre tombale punique découverte à la nécropole des Raps à Carthage en 1970. Il s'agit de l'épitaphe de Abd Shmoun, datée du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Qui est ce Abd Shmoun? Delattre, lors de ses fouilles, avait bien signalé en 1904 à Sainte-Monique 2 inscriptions portant le nom de Abd Shmoun, d'un certain Abd Shmoun. L'un sur une amphore et l'autre sur une dalle de fermeture d'une chambre funéraire. Elles ont été trouvées sur le même périmètre. Il le relate dans ses comptes rendus de l'Académie des inscriptions de belles-lettres en 1904. Mais il n'affine pas la localisation exacte et ne nous donne pas plus de détails. Étaient-elles éparpillées sur le terrain en question ou proviennent-elles d'une tombe saccagée ou pillée? On ne le saura jamais. Toujours est-il que cette inscription, ces 2 inscriptions parlent d'une même personne. Sans plus. Donc, il va falloir attendre 90 ans pour parler de nouveau d'un autre Abd Shmoun, mais il s'agit sans doute de la même personne, et de rétablir toutes les pièces d'un vrai puzzle entre une dalle de fermeture d'une tombe de 1 mètre, une amphore jetée sur la nécropole des Raps, et bien plus tard une épitaphe sur un bloc de pierre taillé, passé inaperçu, et toutes trouvées au même endroit sans qu'aucun lien soit établi entre elles à plusieurs années d'intervalle. Il s'agit d'une épitaphe rédigée en punique sur un bloc de pierre de 20 cm de long. C'est un bloc de pierre taillé. 8,5 cm de large et 13 cm d'épaisseur. La taille des lettres est large, il se lit bien. Elle varie de 1,5 cm à 3 cm et demi. Et ce texte, comme tous les textes de langue sémitique, comme l'arabe, se lit de droite à gauche et non de gauche à droite. Elle a été trouvée sur un chantier du quartier Saïda en 1970. Cette épitaphe
nous révèle quoi? Elle nous révèle l'existence d'un médecin nommé Abd Shmoun, fils d'un autre médecin nommé Ram Shmoun, lui-même fils de Molkon. Nous avons donc une filiation sur 3 générations. Nous avons le nom de Abd Shmoun, nous avons le nom de son père et le nom de son grand-père. Nous avons une filiation exactement comme notre carte d'identité nationale qui révèle depuis les Puniques notre hérédité sur 3 générations et le nom de nos parents. Elle a été publiée, cette inscription carthaginoise inédite, elle a été publiée lors d'une conférence au 3e congrès des études phéniciennes et puniques qui a eu lieu à l'hôtel Diplomate en 1991. Ce congrès s'y tenait sous l'égide du ministère de la Culture et de l'Institut national du patrimoine et elle fut publiée en 1995. C'est M. Ali Selm qui a déchiffré et traduit cette inscription. Ce monsieur est un ancien attaché culturel de l'ambassade de Tunisie à Paris, citoyen de Carthage et diplômé de langue zo. Il est actuellement décédé. Nous avons la publication, là je vous la présente, donc qui est au nom du ministère de la Culture, l'INAT, Institut national d'archéologie et d'art, et la date de cette publication. Mon intérêt a explosé avec cette révélation. C'était la pierre tombale d'un médecin carthaginois du IIIe siècle avant Jésus-Christ, daté d'après l'inscription, d'après les plans, on va dire, et les déliés de cette inscription. Donc c'est vraiment une datation épigraphique. Quant au bandeau de front dont nous parlerons plus tard, c'est le hasard d'une lecture qui me l'a fait découvrir. Donc voici le travail de Ali Selm. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit l'existence d'une inscription mentionnant des médecins au sein de la société carthaginoise n'est pas en soi une découverte, puisqu'on en compte plus d'une dizaine attestées dans diverses inscriptions parvenues jusqu'à nous. Donc il y avait des médecins dans la société carthaginoise. Mais ce qui est intéressant, c'est que le père était médecin et que le fils exerça la même profession. Et donc voir cette filiation agnatique se distinguer par une transmission de la profession médicale, voilà un renseignement dont l'importance ne doit pas nous échapper. Quand il traduit cette inscription, quand il la transcrit, pour ma compréhension, il m'a donné, Ali Selm nous a donné une transcription conventionnelle académique en lettres latines, une espèce d'abrégé d'une suite de consonnes dénuées de voyelles, comme toutes les langues sémitiques, comme l'arabe. Je l'ai survolé pendant quelques années sans comprendre vraiment, lisant sa transcription latine de gauche à droite comme une onomatopée, alors que le punique s'écrit de droite à gauche. Voici la pierre. Et voici le texte. Texte phonétique de Ali Selm. On va revenir en arrière. Donc, il me met KBR, BD, donc c'est un texte phonétique latin. SMN, HRP, BN, bon, ça ne se lit pas très facilement. Et le texte français qu'il traduit, Sépulture, de BD SMN, le médecin, fils de RM SMN, le médecin, fils de MLKN. Pas facile à comprendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, un jour j'ai eu l'idée de prendre un tableau comparatif des lettres puniques, des lettres latines, puis le tableau comparatif me donnait la traduction en lettres hébraïques, mais l'hébreu, je ne connaissais pas. Donc j'ai mis
les traductions arabes, la lettre, le comparatif arabe des lettres puniques et des lettres latines face à face. Et cela donc ne me disait absolument rien jusqu'à ce que je se fasse le déclic et que je transcrive par curiosité en arabe les lettres puniques qui alors révélèrent sans problème leur secret en se lisant de droite à gauche. Le punique se transcrit chez les chercheurs en lettres latines, mais il s'entend en tunisien. Et à ce moment-là, j'ai compris. Donc nous avons Qabar Abd Shmoun, Qabar Abd Shmoun, Ha Rufi, Ben Ram Shmoun, Ha Rufi, Ben Mulkun. Et toutes ces consonnes dénuées de voyelles m'ont révélé exactement ce que voulait dire cette inscription. Qabar, je connaissais, ça voulait dire tombe. Abd, je connaissais, ça veut dire serviteur d'eux, comme Abdallah, Abdelwahid, c'est un mot courant chez nous. Shmoun, bon, c'était Esculape. Haraf, je ne connaissais pas par contre. Je ne savais pas ce que c'était et Alicel me disait, ça veut dire médecin en punique. Et donc, j'ai découvert le mot médecin en punique. Le mot punique pour désigner un médecin est HRP. Que l'on peut prononcer d'après notre éminent historien Mohamed Hassin Fanter, Ha Rufi, sachant que Ha correspond en phénicien comme en hébreu à l'article défini le oula. Le oula qui est en arabe ism al-ishara ou Ha al-tanbih. Rufi signifie médecin. Et donc médecin Ha Rufi ou Rafa ou Rafa, si on enlève l'article défini. Alors en arabe, Rafa, je comprends Rafa, c'est celui qui raccommode. Donc Rafa Thawba, c'est celui qui raccommode un habit. Yarfahu Rafwan, c'est celui qui ramène des tissus l'un contre l'autre. La ama kharaqahu, c'est-à-dire qu'il répare les trous. C'est-à-dire qu'on répare. Il semble donc que le médecin à Carthage était assimilé à un réparateur, un raccommodeur qui soignait, qui réparait, qui restituait l'état de la santé, suturait les plaies, les effractions cutanées, remettait en place les os, les fractures, les articulations démises. C'était un manipulateur au service du bien-être, comme il l'est toujours. Mais ce vocable phénicien est joliment dit et très figuratif. Rafa, cette racine sémitique, se trouve dans le nom de l'un des trois archanges Raphaël, qui représente la force de guérison, composé des termes sémites Rafa, guérir, et Eleh, Dieu. Cela signifie Dieu guérit. Quand j'ai transcrit Rafa, j'ai compris raccommodeur. C'était celui qui restituait la santé, le guérisseur. Donc nous connaissons maintenant le nom du médecin en punique. Abd Shmoun était un Rafa. Il officiait au temple d'Esculape sur la colline de Birsa. Et les Asclépions étaient des prêtres, des raps, disciples d'Esculape. Un véritable clergé voué à la médecine. Cette tradition venue d'Égypte, nous avons beaucoup de liens avec l'Égypte. Carthage et l'Égypte ont échangé énormément. Était un art religieux et populaire. Les médecins se regroupaient dans les temples pour soigner. Ils n'allaient pas à domicile. Ils recevaient les médecins venus en pèlerin, quémandeurs de soins, et tout cela sous la protection d'Esculape. La magie, la religion et le savoir médical étaient intimement liés. Où se trouvait le temple d'Esculape? Le temple d'Esculape se situait sur la colline de Birsa. Nous avons une photo aérienne de 1924.
où on voit une cathédrale sur la colline de Birsa. Les Romains, après la destruction, relèvent, ils ont détruit le temple de Shmoun, relèvent le temple de Shmoun et en font le palais proconsulaire. Strabon, géographe grec, décrit Carthage en 60 avant Jésus-Christ. Il a décrit en ces termes. Tout au milieu de la ville s'élève l'acropole, ou comme on l'appelait anciennement Birsa. C'est une colline passablement haute et escarpée, ce qui n'empêche pas que les pentes n'en soient couvertes d'habitations, comme aujourd'hui, couronnée à son sommet par le fameux Asclépium, auquel la femme d'Asdrubas, lors du sac de Carthage, mit elle-même le feu pour s'ensevelir sous les ruines. C'est une femme célèbre dont on n'a pas retenu le nom. Elle a brûlé Carthage pour ne pas se livrer. Donc, au sommet de la colline de Birsa, un temple majestueux était consacré à Esculape, dit Appien, historien grec du 1er siècle, dans son livre africain. C'était un sanctuaire de guérison. Description du temple d'Esculape par Abu Ubayd al-Bakri. Dans son Kitab al-Masalik wal-Mamalek, rédigé en 1068, il décrit Carthage au XIe siècle. Et il dit, on y voit aussi la Mu'alqa suspendue. Ça veut dire suspendu le Mu'alqa. C'est un château d'une grandeur et d'une hauteur énorme. Il se compose de voûtes en plein cintre à plusieurs étages et cet édifice domine la mer. وفيها قصر يعرف بالمعلقة. مفرط العذاء. Il est très grand, il est très haut et il a des voûtes en plein cintre. Donc nous avons plusieurs synonymes là. Temple de Shmoun, temple d'Esculape, Asclépion, Acropole, la Malga, la cathédrale de Carthage, tous des synonymes pour un seul et même endroit. Nous avons là un plan de Carthage tel qu'il était avec le temple d'Esculape au milieu, comme il était à l'époque punique et romaine. Alors, comment est-ce que le temple d'Esculape est devenu une cathédrale? Sur la colline de Birsa, l'Asclépion a disparu et à sa place s'élève une cathédrale moderne, construite au XIXe siècle par la France. Elle est vouée à la mémoire de Saint-Louis, Louis IX de France, qui décéda du choléra, paraît-il, sur le site de la Malga, le 25 août 1270. Ce terrain a été donné le 8 août 1830 par Hussein II, bey de Tunis, à Charles X, roi de France. Et cet acte a été confirmé en 1840 par Ahmed Bey Ier de Tunis. Il s'agit bien de l'ancien temple punique de Shmoun, sur la colline de Birsa, qui est rebaptisé Mont Louis-Philippe. Donc, Ma'bad Shmoun a été donné aux Français par le bey de Tunis. Le document officiel est celui-ci, louange à Dieu l'unique, à qui retombe toute chose, nous cédons à perpétuité, à Ses Majestés le roi de France, un emplacement dans la Malga. Il nomme bien la colline de Birsa, la Malga. La Malga, c'était le Ma'alqa, c'était celle qui était au sommet de la colline, c'était le temple de Shmoun. Et le décret a été fait le 8 août 1830. Donc nous voyons ici une photo qui est une carte postale ou une photo qui est récente du tout début du XXe siècle, puisqu'on voit encore l'allée des palmiers qui sont tout petits là. Donc à Carthage, tous les édifices regardaient le soleil levant, ils sont tournés vers la mer. Alors que la cathédrale a été construite à l'envers, c'est-à-dire à l'inverse du temple de Shmoun, elle regarde vers l'ouest. Il recevait la brise de la mer et dominait une vue splendide.
les temples sur leurs collines, les quais bordés de 1000 vaisseaux, le forum tumultueux, les ports bien fortifiés, la bibliothèque publique, le palais du proconsul romain, qui était le temple, était de ce côté établi probablement sur l'emplacement de l'escalier de 60 degrés qui, avant la destruction de la ville, montait au temple d'Esculape. Je cite Charles-Ernest Bellet. Ce même Charles-Ernest Bellet, qui était un archéologue français, homme politique, a voulu faire des recherches pour retrouver ce fameux temple d'Esculape. Il déclare: en y établissant la chapelle de Saint-Louis et ses dépendances en 1841, avant que la cathédrale ne fût construite, on avait édifié une chapelle en mémoire à Saint-Louis. Les architectes français ont écarté à tout jamais les fouilles. Je me suis donc reporté au-dessous de l'église, dans une partie du jardin abandonné où poussaient des arbres à demi sauvages. Et bientôt, je rencontrai le sommet d'un grand monument enseveli complètement sous le sol, 7 absides qui terminaient 7 salles voûtées, présentant en façade un développement, c'est le péribole ou mur d'enceinte du temple d'Esculape. Voici également un plan de Carthage datant de 1930 avec la cathédrale qui a été construite, elle, en 1890. L'Asclépion de Carthage a disparu. Avec cette construction moderne, s'achève toute chance de remonter le temps et d'exhumer les souvenirs de la splendeur médicale de Carthage. Nous achevons là l'histoire de l'Asclépion et de Abd Shmoul, et nous passons à une deuxième partie qui est le bandeau de front punique, qui complète cette histoire de la médecine punique et qui nous révèle une chose extraordinaire, c'est ce frontal d'argent. Ce frontal d'argent a fait le sujet d'une publication par Philippe Berger en 1879 dans la Gazette archéologique, c'est là que je l'ai retrouvé. Il a été trouvé dans une tombe, fouillé à Ain al-Qsa, al-Asnab, en Algérie. Et il a été conservé au musée de Constantine pendant quelques années. Il est orné, sa particularité, c'est qu'il est orné d'un caducée. C'est un ouvrage un petit peu abîmé d'orfèvrerie antique, en argent gravé et repoussé. Il a été, heureusement pour nous, soigneusement décrit par M. Philippe Berger en 1879 et 1880 dans cette revue, Gazette archéologique. Il aurait été remarqué par M. Héron de Villefosse, conservateur du musée du Louvre en 1877, lors d'une mission en Algérie, qui en fit une soigneuse reproduction. C'est de là que viennent ces photos que je vous montre. Donc ce bandeau envoyé à l'exposition universelle de Paris en 1878 s'est malheureusement perdu. Il n'est jamais revenu en Algérie et on ne sait pas où il est. Il est heureux que Philippe Berger l'ait préservé de l'oubli par 2 communications. Grâce à ça, nous pouvons parler du caducée à Carthage. Et quand le mythe rejoint la réalité, à Carthage et dans le monde punique, le signe du caducée est fréquemment retrouvé. Il orne des stèles et des pièces de monnaie. Il ne faut pas confondre le caducée d'Hermès et le bâton d'Esculape. Hermès Trismégiste est le Thoth égyptien, l'Hénoch des Hébreux, l'Idris des musulmans. Esculape est son élève. Ensuite, l'histoire les a intimement liés. Le caducée d'Hermès a été utilisé comme signe de paix. Il est fait d'une branche d'olivier et il a servi d'enseigne à la galère de la délégation carthaginoise, se rendant au devant de Scipion pour implorer la paix en 202 avant Jésus-Christ. Le caducée est donc l'emblème de la paix, du salut.
C'est une branche d'olivier sur laquelle sont stylisées là des ailes. Ce sont les ailes qui couvraient la prêtresse de la nécropole des Raps. Hermès est l'ange céleste qui vole, dit Philippe Berger. Voici une représentation d'Hermès tenant le caducée, musée du Louvre, 480 avant Jésus-Christ. Nous avons également une stèle votive punique qui représente Tanit tenant un caducée. Voici Hermès tenant le caducée. Donc c'est un bâton surmonté d'ailes et qui est le signe de la paix. Tanit brandit le signe de la paix. Donc nous allons voir en détail le bandeau de front punique découvert à Bethne en Algérie. Qu'est-ce qui fait dire qu'il est punique? Nous avons Baal et Tanit en plein milieu, avec une étoile à 6 branches. Nous avons 2 bâtons entourés de serpents. Nous avons aussi beaucoup de signes, comme des œufs, un sceptre, un caducée, une amphore, une colombe. On va les voir en détail. Le serpent était considéré comme l'animal guérisseur. Le serpent et le bâton sont les emblèmes d'Esculape. Il y a un serpent mâle d'un côté et un serpent femelle de l'autre. Nous avons également un caducée. À part le bâton d'Esculape, nous avons le bâton d'Hermès. Nous avons un poisson, nous avons une grenade, signe de la fécondité, nous avons une colombe qui représente la médecine, et nous avons Tanit surmonté d'un croissant. Il est probable que ce bandeau d'argent était porté par les médecins carthaginois sur leur front quand ils officiaient. Cette dame, c'est une femme qui a été enterrée, je suppose, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails sur le squelette ou sur la personne qui était enterrée avec ce bandeau de front, mais on sait qu'elle avait un bijou, une espèce de breloque, de pendeloque. Donc, il est probable que ce fut une femme. Donc, imaginez ce médecin avec ce bandeau sur le front rattaché par un lien par derrière. On voit même les attaches qui sont sur le côté. Et ça nous rappelle curieusement un dicton populaire. Même pas un dicton, c'est une chanson qui dit le front enserré d'un bandeau. Le bandeau était souvent un signe de noblesse. On le portait comme une couronne sur le front. Donc, le caducée d'Hermès, qui était un simple bâton surmonté de 2 cercles en forme d'aile, et autour duquel plus tard s'est enroulé un serpent qui représente Esculape, est une symbolique qui est parvenue jusqu'à nous, puisque notre caducée médical, le caducée de l'ordre des médecins actuels, est l'union du couple Hermès-Shmoul ou Mercure-Esculape. Il fait la synthèse des 2 mythes. Et contrairement à ce qu'affirme Ernest de Babelon, le bâton au serpent n'est pas essentiellement l'attribut de l'Asclépio-Esculape gréco-romain, mais bien l'inverse. Nous en avons la preuve avec ce bandeau de front. Celle du couple Hermès-Shmoul. Il y a le bâton d'Hermès et le bâton d'Esculape sur le même bandeau qui est punique. Comme nous l'explique Philippe Berger, la mythologie grecque a des origines orientales. Parlant des Grecs, il dit « Les Grecs ont joué sur les mythes. Ils ont fondu le caducée avec le bâton d'Esculape. Sur le bandeau de front, ils sont séparés. » Et il ajoute « Ce caducée archaïque est celui que nous retrouvons sur les monnaies et les estampilles officielles de l'Afrique punique. Ce caducée a été retrouvé sur le bandeau de front de Bethne. Au
total, ce travail est né de la curiosité de ne pouvoir comprendre quelques lignes rédigées en punique sur une pierre oubliée dans un jardin. Pour moi, cette pierre était muette, indéchiffrable, comme pour le commun des mortels. C'est une écriture courante en Tunisie et à Carthage, mais réservée à quelques initiés, tellement courante qu'Abu Ubayd al-Bakri disait c'est une écriture himyari. Il y en avait tellement à Carthage qu'ils ne savaient pas comment la lire. Une pierre jetée comme tant d'autres au milieu des chantiers et qui finirait dans une réserve archéologique en attendant sa destinée. Des pierres innombrables, racontant dans une langue écrite, illisible, inconnue de son peuple, son histoire à une nation qui ne sait plus la lire, mais qui pourtant n'a pas pu l'oublier, puisqu'elle utilise la même langue depuis des millénaires. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? La médecine punique commence à peine à dévoiler ses mystères. Mais nous savons comment se nommait le médecin carthaginois, Rafa. Nous savons où il officiait et comment il officiait, en portant un bandeau d'argent sur le front. Nous connaissons les tarifs et les lieux de ces consultations. Le temple de Shmoun, il était payé en nature. Il était payé comme souvent dans le temps, on nous payait en nature, on nous apportait 4 œufs ou une poule ou un mouton. Et le temple d'Eshmoun est l'actuelle cathédrale. Nous savons qu'il était représenté par un bâton où s'enroulait un serpent, le caducée universel, encore en usage de nos jours, symbole des médecins dans le monde entier et sans doute, on ne va pas dire partie de Carthage, mais partie de cette rive-ci de la Méditerranée. Nous savons que sa charge se transmettait de génération en génération et qu'il était tellement respecté de la population que celle-ci lui consacrait une nécropole grandiose sur plusieurs hectares, nommée par Delattre la nécropole des Raps, où sont enterrés des centaines de médecins et dont parmi eux de nombreuses femmes dont nous reparlerons. La pharmacopée punique sera également l'objet d'une conférence ultérieure, ainsi que l'étymologie du théonyme Eshmoun, Escula. Entre parenthèses, les Grecs ne peuvent pas donner l'étymologie du mot Eshmoun. Ils sont très embêtés sur ce sujet. Au total, on ne peut pas quitter Carthage sans parler de Saint-Augustin. Et si jamais vous rejetez la langue punique, vous faites virtuellement le déni de ce qui a été admis par la plupart des hommes savants, que plusieurs choses ont été sagement préservées de l'oubli dans les livres écrits en punique. Ces livres ont disparu. Non, vous devriez même avoir honte d'être né dans le pays dans lequel le berceau de cette langue est encore chaud. Saint-Augustin. Voici quelques photos. Ma'bad Shmoun, qui est devenu cathédrale. La plage d'Amilcar, au pied de la nécropole des Raps. L'emplacement de ce cimetière marin majestueux, entièrement fouillé, complètement vidé, inconnu du public, qui est celui des médecins de l'antique Carthage. Il est de ce côté-ci, sur cette rive-ci de la photo. En face, c'est le Cap Carthage ou Cap Sidibou. Mes remerciements vont à Ali Selm, découvreur de l'épitaphe de Abd Shmoun, Madame Amel Soltani, conservatrice du musée de Sirta, Constantine, pour sa collaboration à la recherche du frontal d'argent de Ain al-Aqsa en Algérie. Elle m'a beaucoup aidée et je la remercie. Un hommage posthume particulier au docteur Rachid Ben Youssef, chirurgien à Carthage et protecteur de la nécropole des Raps. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ceci vous a apporté quelques
éclaircissements sur la médecine punique. Donc voici la prêtresse, un petit récapitulatif. La prêtresse à la colombe de la nécropole des Raps, le caducée, Carthage écrit en punique en haut et le bandana de front des puniques. Je vous remercie. جامعة محمود الماطري، حتى الفين نجم توصل معنا.